Oui, on est très heureux d'être en votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Nous sommes vendredi, et pas n'importe quel vendredi, nous sommes un grand vendredi. Avec nous ce soir sur le plateau, il y a Monsieur André Bois. Bonsoir André, comment allez-vous? Merci hier. Ça va plutôt bien, je commence par me rafraîchir. Bah oui, c'est le cas de le dire. Hier, vous étiez là, vous avez bossé quand même hier. Ouais, bah oui, on est là. Des charges de travail énormes. Exactement, vous remplacez au pied levé comme ça les gens. Merci André, merci pour hier. Je t'en prie Brice. Ah, grand retour hein, Isabelle. Bonsoir Isa. Je vous dis, c'est un grand vendredi, grand retour. Oui, c'est ça. Salut Brice, salut à la team. Bonsoir chez vous, je suis très heureuse d'être là. Daouda Koulibaly est avec nous. Bonsoir Daouda, comment ça va? Comme un vendredi? Ça va très bien, et chez toi Brice? Ça va très bien mon Daoud, ça va très bien. Tu nous as manqué hier. Oui, c'est vrai. Surtout à moi. C'est vrai, je sentais plus votre amour de là où j'étais. Merci. Ouais, je me suis senti ostracisé hier un peu quand même. Il a dit qu'il était... ça m'a un peu quand même... Je lui ai dit, le fait de le voir là, ça m'a choqué. Voilà. C'est tout. Et c'est encore dit. Voilà, c'est tout. Et c'est réglé comme ça. Voilà. Je suis là, je suis revenu. J'ai entendu ce cri-là. Je suis revenu, Daouda. Il est là, mon bricot. C'est cela. Ce soir avec nous, eh bien, baptême de feu et surtout anniversaire en même temps de notre très chère, c'est la nouvelle entrante. C'est comme ça l'expression, nouvelle entrante. Waouh, je vais te sortir le truc. Elle entre, c'est la nouvelle qui entre. Tania Lavoisier est avec nous, s'il vous plaît. Bravo, c'est la toute nouvelle. Bonsoir Brice, merci à tous. Très ravie d'être là avec vous sur ce plateau du Grand Talk. Joyeux anniversaire, Tania. Merci beaucoup. Mais ça, c'est quand même une entrée, hein, choisir comme ça de rentrer le jour de son anniversaire. C'est le coup quand même. Ouais, il y a beaucoup de symboles dans l'histoire. On parlera d'anniversaire tout à l'heure, mais je tiens à vous dire que ce soir, sur le plateau du Grand Talk, eh bien, les cadors du coupé décalé seront avec nous. Des grands noms seront avec nous sur le plateau. Nous serons en compagnie de Bédel Patassé, Serge de Fallet, Okwani, le riche planteur, Chakoule le bachelor, Lino Versace et Boros Sangui seront avec nous. Ils seront avec nous tout à l'heure sur le plateau du Grand Talk. On va parler coupé décalé, on va parler 20 ans coupé décalé. Ça va couper, ça va décaler, je peux vous le dire. Ils ne sont pas venus les mains vides, je peux vous le dire aussi en même temps. Donc, ratez pas l'émission, il y aura du travail et du travaillement au cours de ce rendez-vous du Grand Talk, c'est vendredi. Quelqu'un aurait dit, et je cite, un grand penseur des temps modernes aurait dit, aïe aïe aïe, c'est pas petit boucan. C'est fort. Président Doug Saga. Ceci dit, hein, mes amis, on va évoquer un autre anniversaire, celui-là. Je peux vous dire qu'il nous tenait à cœur quand même. Je vous expliquerai pourquoi. À 5 mai 1934, à 5 mai 2023, eh bien, c'est le président du PDCA, Henri Konan Bédié, qui a aujourd'hui 89 ans. Voilà, il est juste en face à l'écran. André Bois, que dire du président Henri Konan Bédié? Dire qu'il est... l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il traverse les générations, il est là, il est témoin de la Côte d'Ivoire en mutation, il est aussi acteur et artisan de cette Côte d'Ivoire qui se transforme, il est aussi, j'allais dire, partie prenante des soubresauts donc, de ce pays. On ne peut que saluer sa longévité, vu que parfois, vous le savez, nous sommes dans des pays où le taux de mortalité est assez élevé. Et donc, c'est toujours une vraie bouffée d'air frais de voir nos papys qui sont encore là avec nous pour nous prodiguer de sages conseils. Et donc, Henri Konan Bédié est un exemple. Et moi, je suis vraiment très, très content, très heureux de cette longévité. Isabelle? Oui, alors... Quand on préparait l'émission, elle a réussi à calculer les générations, Isabelle. Oui, mais attendez, Henri Konan Bédié, c'est 4 générations à lui seul. Enfin, c'est 89 ans, c'est un très bel âge quand on sait que l'espérance de vie en Côte d'Ivoire est de 58 ans. Moi, ce que je retiendrai, en tout cas, de son parcours professionnel, c'est un parcours professionnel accompli, motivant, inspirant. Il a été à la fois ministre de l'économie, il a été également président de l'Assemblée nationale pendant 13 ans, ensuite président de la République. Il a accédé donc à la magistrature
magistrature suprême. Donc, je veux dire, c'est énorme. Après, au niveau de son parcours politique, il a été député donc, de Daoukro. Il a également, comment dirais-je, il est président de son parti politique depuis des années aujourd'hui. Et quoi qu'on dise, qu'on l'aime ou pas, peu importe la formation politique qu'on pourrait occuper, il faut l'admettre, il tient de mettre son parti politique, malgré tous les soubresauts que connaît le PDCI aujourd'hui, il arrive à tenir la barque et on ne peut que dire que de sa personnalité résiliente, il tient en tout cas la barque jusqu'au bout. Ce que vous appelez soubresaut peut s'appeler au PDCI la vie du parti. Non, mais je veux dire, le plus vieux parti, le PDCI, c'est quand même le plus vieux parti politique de la Côte d'Ivoire, avec tout ce que ce parti-là a eu à connaître, coup d'État, beaucoup de démissions au niveau du parti politique, enfin récemment en tout cas, pour aller au RHDP. Donc on peut dire en tout cas que le président arrive à quand même tenir... Non, mais les défections datent de beaucoup plus loin. Depuis la vraie saignée, c'est en 1994. Avec le départ de ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin, de ce qu'on a connu, le RDR, et puis après... Et les Jenny Kobinan, c'était la vraie grosse rupture qu'a connue le parti, et il a réussi à se maintenir malgré tout. Enfin, je rajoute à ce que vous disiez. Tanela, Henri Konan-Bédié, 89 ans. Effectivement, je rejoins les propos d'André et d'Isabelle. Président Henri Konan-Bédié, c'est une vie pleine d'engagement, une vie au service de la nation. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, effectivement, c'est un bâtisseur, il faut le reconnaître. Donc voilà, près de 4 décennies, en tout cas, on est très content de célébrer aujourd'hui cette 89e bougie du président. Bah, très bien. Ce qui fait sourire, c'est que vous avez le même jour d'anniversaire que le président Bédié. Absolument. Vous êtes sa jumelle d'anniversaire. C'est ça. Mais on pourrait aussi rajouter ce qu'on pourrait lui souhaiter, en tout cas au président Henri Konan-Bédié, c'est beaucoup de sagesse, parce que 89 ans, c'est vraiment l'âge de la sagesse, et on espère en tout cas que de cette sagesse... Cette phrase-là, il faut vraiment préciser votre pensée. Hein. Oui, que de cette sagesse, en tout cas, régnera pleinement la paix en Côte d'Ivoire. Bon, tu parles de paix, Isabelle, mais moi, je tiens à dire que qu'on le veuille ou non, comme tu peux utiliser tes propres termes, Bédié, c'est un homme de paix et on ne peut pas lui arracher cela. Parce que, pour rappel, que lors de l'élection en 2010, malgré qu'il s'est plaint qu'on lui ait volé ses voix, mais pour autant, il ne s'est pas battu. On n'est pas arrivé à une crise. Il a préféré dire, OK, il n'y a pas de problème. Même si on m'a volé mes voix, je m'étais, je continue. Et même quand tu regardes même la... Vous allez citer ses réactions à toutes les élections, parce qu'à une autre élection, il n'a pas eu la même réaction qu'en 2020. En 2020, il a quand même soutenu le boycott actif. C'est justement pour ça que je vais plus loin. Parce que quand tu regardes tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, le PDCI n'a pas la même façon de fonctionner que les autres partis. Tu ne verras pas, ce n'est pas un parti assez violent ou bien agressif, comparé à d'autres partis, donc je ne vais pas citer. Terminez, Daouda. C'est mon opinion. Vous n'allez pas me l'arracher quand même. Il termine 15 secondes. Voilà. Il termine 15 secondes. Voilà. Je dis, Bédié, il a la paix chevillée au corps. Et même, comme tu l'as dit, à 89 ans, encore, il manœuvre, il gère encore son parti de maître. Et sur ce, et je profite de cet entretien pour lui dire joyeux anniversaire. Et j'espère que nous tous ici, on aura le même âge que lui. Pourquoi pas pour profiter de tout ce qu'il a vécu comme vie. C'est important. Voilà. Ok. Bon, alors, vous disiez... Oui, parce que tout à l'heure, Daouda évoquait la réaction qui est pacifique lors d'une certaine élection, mais ça n'a pas été le cas. Oui, par exemple, en 2020, il a quand même soutenu le boycott actif, donc on ne peut pas, en tout cas, dire qu'il est totalement un homme de paix. Moi, tout ce que je peux... membre actif du CNT. Voilà, tout ce que je pourrais en tout cas souhaiter au président, c'est un très bel anniversaire, mais surtout beaucoup de sagesse, et que de cette sagesse puisse... Derrière ta sagesse, il y a quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière la répétition du fait que tu dis que tu attends de la sagesse de lui? Non, mais parce que quand un homme atteint cet âge, on attend de lui en fait beaucoup de sagesse, beaucoup de conseils, quelqu'un qui en tout cas est le guide des générations précédentes. Il guide bien le PDCI. En 2020, en tout cas, ça a été un peu compliqué. Il guide bien. Daouda, moi, j'ai souvent entendu dans notre... réalité politique, les gens disent non, le PDCI c'est un parti de paix, etc. Non, je pense que le PDCI est à l'image de tous les partis de Côte d'Ivoire. De toute la façon, on dit très souvent que tous les autres partis sont issus du PDCI. Tous les partis de Côte d'Ivoire ont la même réaction, sont animés par les mêmes contradictions face aux enjeux électoraux. Oui, bien sûr, on a vu des choses qui se sont passées très durement entre le RHDP et le PDCI dans des régions très dures. On se rappelle ce qui s'est passé à Toumoudi. Ça a été vraiment des bagarres. On se rappelle
Le CNT, c'est même pas le fait d'avoir appelé au boycott, mais le CNT, vous savez, c'était quoi? Et ça, on le dit, on va pas refaire l'histoire. Le CNT, c'était un organisme qui était censé remplacer l'état des droits, oui. le pouvoir légal. Donc, c'était Oui. une forme de coup d'État. Et c'était porté par qui? Par Henri Conan Bédier. Donc, je dis, c'est pas quelque chose qui est exclusif au PDCI. Tous nos partis ivoiriens sont animés comme ça, par des contradictions. Un coup, on est un parti de paix. Un autre jour, on est prêt à commencer à réclamer j'allais dire une victoire sans utiliser les moyens les plus, j'allais dire, conventionnels. Donc, forcément, c'est l'histoire de tous les partis de Côte d'Ivoire qui est parfois un peu compliquée, ce que je veux dire. Mais on va au moins reconnaître pour son jour anniversaire que c'est un homme de paix. Mais bien sûr, enfin, Voilà. comme tous les autres. Babo Laurent te dirait que c'est un homme de paix, que, différemment, Alassane Ouattara il faut dirait la nuancer même ça chose. quand même. Non, mais si, Alassane Ouattara aussi, certains te nuanceront cela. Oui, Parce il que faut même nuancer. quand on prend Bédier, beaucoup n'ont pas trouvé que son attitude face à la rébellion, avec qui il était allié, etc. Voyez-vous donc, je dis, ça dépend de là où on est. L'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne va pas totalement la réécrire, mais il y a une réalité, c'est que parfois, les hommes politiques ont choisi leurs intérêts, même quand il s'agissait des personnes qu'on pouvait accuser d'avoir utilisé le couteau pour fracturer, on va dire, le ventre de la mère patrie. Très bien. Alors, juste pour terminer sur la question, le Sphinx d'Aoukro a 89 ans, il regarde vers l'avenir. C'est quoi, à votre avis? C'est un repos bien mérité à Daoukro? Ce sont de nouvelles... une nouvelle participation à éventuellement une élection présidentielle? Dites-moi. Je pense qu'il est président du PDCI. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive en 2025, on ne sait pas si c'est lui qui sera le candidat à l'élection présidentielle, mais vu ce qu'on regarde actuellement, bon, peut-être qu'il a des ambitions et c'est légitime. Tant qu'il a la force, même si je souhaite qu'il se repose, c'est mon souhait, mais ça ne veut pas dire que c'est son cas forcément. Peut-être que s'il a la force et que le PDCI est prêt à le soutenir jusqu'au bout, pourquoi pas? Voilà. Daniela? Je rejoins le point de vue Très bien. de Daouda. Quelle est la force? Oui, qu'il ait la force, oui, surtout. Isabelle? Sagesse. Non, Isabelle, tu ne vas pas nous faire... À chaque fois que je vais dire le mot sagesse, Daouda va reprendre. Non, mais parce Qu'est-ce que, tu as Isabelle, avec le mot problème, c'est sagesse? que Mais je c'est te connais, normal. je te connais assez bien Oui. pour savoir que chaque mot que tu utilises, ça a un double sens. Donc, dis-nous clairement sur ce plateau, quand tu dis sagesse à la troisième fois, Je suis sans pourquoi? langue de bois. Je suis sans Donc, langue de bois. et tu es assis à côté de bois. Je Donc, suis sans langue de bois ce soir. Daouda, vraiment, merci. Non, mais pour ce qui est la question de Brice, moi je pense que Henri Conan Bédier, malgré donc ce 89e anniversaire, n'est pas à l'âge de la retraite. On le sait tous. Il est toujours celui qui dirige son parti. Quelqu'un a parlé de il tient la barque de main de maître. Aujourd'hui, le parti est en train de se préparer pour des élections, c'est vrai, locales, mais derrière, il y a une élection présidentielle à venir. Et il semble que Henri Conan Bédier pourrait être le candidat du PDCI. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus probable. Alors, donc, il y a deux choses. Il y a je un pense qui qu'il n'est pas à l'âge de la imagine retraite. Henri Conan Bédier est toujours à la tête du PDC-RDA, pas forcément candidat. Grand sage, grand timonier qui coach les plus jeunes. les plus jeunes, pas Mais forcément une Brice, là, vous ouvrez une question qui est vraiment, on va dire, même l'une des tares aussi de nos partis politiques. Vous savez, en politique ivoirienne, hein, parce qu'on ne prépare pas les successeurs. C'est ça le vrai souci. Donc je ne suis pas convaincu que Henri Conan Bédier est là pour préparer. Je peux me tromper, mais l'analyse nous montre très souvent le contraire. C'est vrai qu'on l'a assisté un peu avec le cas de Alassane Ouattara et de AGC. Mais pour ce qui est de Laurent Gbagbo, on l'a vu. Pour ce qui est de Henri Conan Bédier, c'est pareil. Au contraire, ils ont peur qu'une forme de succession puisse entraîner, j'allais dire, l'implosion du parti, parce qu'à l'intérieur, il y aurait tellement de contradictions que ça va... Non, parce qu'on est encore dans une formule, dans un format de président, père, fondateur, président qui fédère toutes les générations, qui fédère toutes les velléités. Et on se dit, quand il n'est pas là, ça peut entraîner une certaine implosion. Bien sûr. Mais après, moi, je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire on a peur, mais un parti politique est fait de contradictions. Parce que nous pouvons être de gauche, mais moi, je peux avoir une option différente
de celle de Brice ou de Daouda, même si on est dans le même parti. Et c'est ce qui fait qu'on parle de courant dans les partis. Mais nous, on a tendance à ne pas l'accepter. Donc très souvent. Et c'est normal, il faut à l'intérieur d'un parti politique qu'il y ait une démocratie pour que ça puisse rejaillir de façon nationale. Mais peut-être qu'au PDCI, ils ont leur forme de démocratie à démocratie, eux. oui. En C'est fait. cela, je m'apprête Voilà, à le parce dire. que l'idée aussi, ce n'est pas de dire. Quand tu dis. termine là-dessus, Daouda. Tu parlais de, comment on appelle ça, former la nouvelle génération. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce principe-là. Parce que pour moi, le pouvoir, c'est quelque chose qui ne se donne pas. À un moment, il faut que la jeunesse aussi, si elle veut vraiment le pouvoir, qu'elle aille le demander. Tu parlais de courant, il faut que dans ce courant-là, on aille se battre pour récupérer. Il ne s'agit pas de s'asseoir sur les plateaux de télévision, ou bien à la radio, ou bien dans les journaux, c'est-à-dire dans la presse, pour dire oui, il a trop duré, il a trop... Même si moi, comme je dis, c'est mon souhait, je souhaite sincèrement que les gens aillent chercher le pouvoir. Ils se cherchent le pouvoir. On aura l'occasion de parler de ce sujet-là, hein, quand même. Je crois qu'on aura des occasions d'en parler. Pour l'instant, on va dire joyeux anniversaire au président Rico Bédié. Lui souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de paix, beaucoup de force. Et puis tous les autres souhaits, hein, tous les autres bons vœux que vous avez formulés ici. André, vous voulez me dire un truc ? Non. Ok, d'accord. Je pensais que vous rajoutiez à des... Non, pas du tout. Très très bien. Joyeux anniversaire au président Bédié. Ceci dit, les amis, on va évoquer un autre point, un autre sujet de notre émission. Je rappelle que tout à l'heure, nous serons en compagnie du professeur Nguessan Michel Conan. Il est maître de conférence agrégé en médecine interne. Avec lui, il sera question du lupus à la faveur de la tenue de la journée mondiale du lupus en Côte d'Ivoire qui se prépare. On aura l'occasion d'en parler. Bon, vous en parliez hier, André, sur ce plateau. Eh bien, c'est la question de la suspension du directeur général de la Petrosi. Le conseil d'administration de Petrosi Holding donc, a annoncé hier jeudi, 4 mai 2023, à Abidjan, la suspension de M. Vamissa Bamba, du poste de directeur général, en raison des missions d'audit en cours au sein de cette entreprise. C'est une décision qui intervient à titre conservatoire, on l'a appris, en vue de permettre le bon déroulement des dites missions, a affirmé M. Joachim Begré, président du conseil d'administration de Petrosi. Oui, c'est vrai, Brice l'a lu en espagnol ou c'est en quoi? Il dit Joachim Begré. C'est vrai. Ça va, ça passe aussi. Mais je vous promets que c'est un M à la fin. Pourquoi vous dites Joachim? Voilà, c'est en français, je pense, c'est comme ça, non? Non, il y a Joachim, Joachim. Ah ouais? C'est vrai, je ne savais pas, je l'apprends aujourd'hui, franchement. Non, mais hier on a dit quoi? On a constaté, nous, parce que la nouvelle est tombée un peu en fin de journée, et on s'est rendu compte que c'est une décision du conseil d'administration qui est présidé justement par Joachim Begré. Et on nous dit qu'il y a un audit, et on l'a su, nous on l'a lu hier, qui avait été diligenté par le ministre Sangafoa, donc, et qui couvrait une certaine période. Alors que le PDG qui a été suspendu venait, on va dire, pratiquement à peine de commencer son mandat, puisqu'il a commencé en 2021. Et donc, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est de savoir, est-ce que les choses ont été faites dans les règles de l'art? C'est vraiment une vraie question qu'on peut se poser. Il faut entendre, j'allais dire, les différents chroniqueurs. J'ai 30 secondes pour chacun parce que j'ai l'invité dans 2 minutes. Isabelle. Oui, alors moi, mon point là-dessus, c'est que vraiment, humainement parlant et par courtoisie, le DG suspendu est en mission à l'extérieur du pays. On le suspend alors qu'il est en mission dans le cadre de ses fonctions à la Petrosi à l'extérieur du pays. Moi, je pense que de façon courtoise, on n'aurait pas dû le faire ainsi. Voilà, ça c'est vraiment humainement parlant, c'est pas normal. D'autant plus qu'il est obligé du coup de suspendre sa mission et rentrer au pays. Il faut savoir que Vamissa Bamba, il a fait 27 ans au sein de la Petrosi avant de devenir DG de cette structure-là. Aujourd'hui, on le débarque pour un audit qui court comment dirais-je, sur la période de avril 2018 au 31 juillet 2022, alors qu'il est en poste en fait depuis le mois d'août 2021. Donc effectivement, il y a un flou autour donc de cet audit qui a été mené sur sa personne. Moi, j'ai bien envie de savoir quelles sont les conclusions de ce rapport qui permettent en tout cas la suspension en l'état, parce que
Je vous promets. On sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, ici, la plupart du temps, quand un DG est suspendu, il est rare en tout cas qu'il revienne à son poste. Bon, je vous promets qu'on aura l'occasion de revenir en fonction des développements de l'actualité. Vous avez posé des questions, vous en avez de légitimes, des points d'ombre. On aura l'occasion certainement d'avoir des éléments d'éclaircissement et revenir sur le sujet. Pour l'instant, recevons avec votre permission le professeur Conan Guessan-Michel, maître de conférence agrégé en médecine interne. Bonsoir professeur, merci de nous rejoindre sur le plateau du Grand Talk. Et je vous rappelle que juste après le JT, d'autres invités prendront place avec nous sur ce plateau. Ils prendront place sur ce plateau en notre compagnie. Bonsoir professeur. Bonsoir. En 15 secondes, comment on définit le lupus? C'est une maladie rare, on le sait. Oui, D'accord. le lupus est une maladie rare, comme vous le dites. C'est aussi une maladie chronique, inflammatoire, systémique, c'est-à-dire une maladie qui est la conséquence de la dysrégulation du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est celui-là qui est là pour nous défendre contre les microbes, les bactéries, les parasites. Et là, du coup, l'organisme qui est déréglé va maintenant attaquer ses propres constituants. Et c'est ce qui définit donc les maladies auto-immunes. Comment il se manifeste, le lupus? Le lupus a plusieurs visages. Le lupus a plusieurs visages, si bien que les difficultés diagnostiques se posent à tout temps et en tout lieu et en tout espace pour le médecin qui n'est pas averti. Et alors, le lupus peut se manifester par des éruptions cutanées, par des manifestations douloureuses ostéo-articulaires, par même une atteinte cardiaque d'emblée ou encore par une atteinte pulmonaire. Donc, ce qui est frappant dans cette maladie, comme je viens de le définir, c'est l'atteinte de tous les organes et qui vraiment rend la complexité donc, de cette affection-là. Est-ce que cette maladie, elle est héréditaire ou bien comment est-ce qu'on attrape cette maladie? Très bien. Cette maladie, elle n'est pas héréditaire, mais il faut dire qu'elle elle a une prédisposition génétique. Si bien que si vous avez cette prédisposition génétique et qu'il existe des facteurs environnementaux qui viennent s'ajouter, vous pouvez faire développer cette maladie-là. Et on a vu des familles aussi, il faut reconnaître, où la petite sœur a le lupus, la grande sœur a le lupus, et même des petits frères a le lupus. Donc c'est un peu cette prédisposition génétique qui favorise la survenue de cette maladie. Merci beaucoup. Alors moi j'aurais une question pour vous. C'est donc à l'approche de cette journée mondiale de sensibilisation donc, contre le lupus, quelles sont finalement les actions mises en place pour la prévention, la sensibilisation de cette maladie au niveau local? Oui, là c'est pour cela que nous, le 10 mai, c'est la journée mondiale du lupus. Et nous, les services de médecine interne du CHU de Trècheville et le service de médecine interne du CHU d'Angré, nous nous sommes associés avec les dermatologues, les rhumatologues, les hématologues pour parler de cette affection, pour que dans la population, toute personne qui présenterait des signes qui imitent à s'y méprendre à de tels syndromes puisse venir pour que nous puissions faire le diagnostic. Pas forcément pour dire que véritablement c'est le lupus, mais cela peut être une autre maladie qui est voisine du lupus. Parce que derrière le lupus peut se cacher une autre maladie auto-immune. Ça peut se cacher le syndrome de Sjögren, peut se cacher la polyarthrite rhumatoïde, peut se cacher le dermatopolymyosite. Donc ce n'est pas seulement que le lupus, mais au-delà, comme ils vivent souvent en association, comment faire pour pouvoir dépister ces différentes pathologies auto-immunes qui minent la population? La vraie question que les gens vont se poser, c'est vrai d'aller faire le diagnostic. Est-ce qu'aujourd'hui on a les capacités de pouvoir traiter cette maladie en Côte d'Ivoire? Oui. Très bien. On a les capacités, nous qui sommes les spécialistes de cette maladie, il existe des molécules qui sont efficaces, pas pour guérir totalement cette maladie, mais pour mettre cette maladie en rémission totale. Quelqu'un peut être en rémission pendant toute son existence, comme aussi cela peut se réveiller 10 années après. Donc il faut en tenir compte. Est-ce que notre pays est préparé justement à traiter ce genre de maladie? Ce que je veux juste dire, à l'orée de ce type de journée, est-ce qu'il y a beaucoup plus de médecins? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de spécialistes? Les spécialistes ne sont pas nombreux, ça il faut le dire. Je sais bien quand on parle de maladies auto-immunes, tout de suite on voit les médecins internistes que nous sommes. Ouais. Il existe 3 services de médecine interne, au CHU de Trècheville, au CHU d'Angré et à Boaké. Et puis nous avons à côté les rhumatologues.
nos amis les rhumatologues au CHU de Cocody, qui soignent aussi ces pathologies auto-immunes. Et les dermatologues, il ne faut pas occulter cette grande spécialité, les dermatologues qui voient le lupus cutané le plus souvent et qui traitent aussi bon nombre de pathologies auto-immunes autres que le lupus. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec cette synergie de médecins autour de cette action, est-ce que vous avez un chiffre de personnes atteintes en Côte d'Ivoire de lupus? C'est pour cela que nous avons décidé depuis l'an dernier de participer ou d'organiser des activités autour de cette journée mondiale de lupus. Dieu merci, aujourd'hui est née l'association des patients lupiques. Ce qui n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Et je profite pour dire un grand merci à la présidente de cette association, Mme Bobby, qui ont tout fait pour mettre en place les statuts et règlements intérieurs. Donc, à travers cette association et à travers nous-mêmes le travail que nous faisons tous les jours, je pense qu'on pourra créer un registre national de pathologies lupiques. On les a répertoriés. Est-ce qu'il y a une forme de prise en charge? Qu'en est-il justement de la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie? La prise en charge, vraiment, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de couverture maladie universelle et notre ministre de tutelle, M. Pierre Demba, fait vraiment beaucoup pour notre système de santé. Et là, il a décidé même de nous accompagner au cours de cette journée mondiale La journée va se dérouler, donc c'est le 10 mai. Oui. Ça sera où, docteur? Ça sera au CHU d'Angré. Au CHU d'Angré, mais précédé du 9 mai par les journées de consultation gratuites. Donc nous souhaiterions que la population se mobilise. Tous ceux qui ont des problèmes cutanés, problèmes ostéo-articulaires, même cardiaques, et depuis un moment, ils tournent dans tous les différents services et ils n'ont pas vraiment de solution, qu'ils viennent vers nous pour qu'on puisse faire l'état des lieux de leur état. Vous avez une question en 10 secondes, vous avez 15 secondes pour répondre. Merci. 25 secondes, je vois si vous tenez le challenge. Est-ce qu'on en meurt? Mais oui, on en meurt. Et malheureusement, la semaine passée, il y a une patiente de 32 ans qui est entrée en réanimation et qui en est morte. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on en guérit. On fait de la rémission totale. On fait la rémission totale, mais dit qu'il y a un médicament qui vient arracher, n'est-ce pas, la maladie totalement, ça je ne peux pas vous le garantir. Là, c'est même pas 5 secondes. Est-ce qu'aujourd'hui la recherche a progressé par rapport au traitement de la maladie? Énormément. Aujourd'hui, nous avons les biothérapies, des thérapies ciblées qui sont des grosses molécules. Ça coûte excessivement cher, mais qui permet de pouvoir remettre ces maladies-là en rémission en long temps de rémission. Je voulais quand même qu'on se dise au revoir sur une note d'optimisme. Docteur, c'était important. Merci d'avoir été en notre compagnie et puis plein de succès à vos journées. Merci pour tous les efforts que vous effectuez au cours de vos santé. Merci beaucoup. On parle coupé, décalé sur ce plateau en compagnie de ces grands noms que vous entendez, que vous appréciez certainement. Bédel Patassé, il y aura Boros Sangui, il y aura Guagny le riche planteur, Lino Versace et Serge Defalé. A tout de suite. Oui, nous sommes au retour sur le plateau du Grand Talk. On va dire bonsoir à nos fidèles internautes. Bonsoir à Dominique Yaba, bonsoir à Titi Elogne, fidèle parmi les fidèles. Bonsoir attendez que je regarde un tout petit peu. Jason Cameron, s'il vous plaît, attention, pour ne citer que lui. Paul Kofi nous regarde également sur nos pages des réseaux sociaux. Voilà, donc pour ne citer que cela, fidèle parmi les fidèles. Merci d'être présents. Mesdames et messieurs, je vous l'annonçais en début d'émission, nous sommes très très heureux de recevoir, on va dire quoi, la Jet Set ou les grands noms du coupé décalé sur notre plateau. Vous seriez rentré avec cigare à la main, avec tout le mouvement. D'une manière fracassante. Ben voilà. Faut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts déjà. Bien sûr. Beaucoup de choses ont changé. 20 ans après. Vous avez l'impression d'être les mêmes 20 ans après?
Ah oui, je pense qu'on est les mêmes 20 ans après parce que notre amitié est restée toujours intacte, donc on reste les mêmes, quoi. Mais sans doute que vous n'avez plus la même folie par rapport au début de ce mouvement. Bon, ça, c'est tout à fait normal parce que la folie aussi, ça part de la jeunesse. Et quand tu es jeune, tu es fougueux. Après, quand tu prends de l'ascendant, tu prends de la maturité, tes enfants, tu les regardes, ils ont 21 ans. Bon, je pense que ça te parle déjà. Bon, alors pour nos téléspectateurs, hein, pour ceux les plus jeunes là, qui tous vous connaissent pas, on va faire la présentation. Allez, on va commencer. Nino Versace. Serge de Fallé. Chacoulé. Bedel Batassé. Wayne Yurish Planteur. Non, mais- C'est toujours un truc. c'est vraiment bien dit. En vrai Non, moi je voulais qu'on revienne au début parce qu'il y a une forme d'incompréhension sur le nom coupé-décalé. Vous faites partie donc des tout premiers à vous être lancés dans le mouvement du côté de Paris. Mais sur le nom, il n'y a pas une ambiguïté qui reste quand même attachée 20 ans plus tard à ce nom coupé-décalé. D'aucuns ont dit que c'était de couper, d'escroquer quelqu'un et de partir sans crier gare. Est-ce que ça reste pas encore malgré tout une forme de tâche sur le coupé-décalé? Ou vous dites non? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est juste que les personnes ont voulu interpréter les choses sans comprendre réellement la quintessence de ce mouvement. Il faut comprendre que, comme on a pour l'habitude de dire, que le coupé-décalé part du coupé-cloué, qui est un pas de danse que Borosangui produisait souvent sur les différents genres musicaux. Et c'est lors d'une prestation de Douk-Saga qui n'était pas dans le tempo de la musique et que le DJ a dit Douk-Saga arrive avec son coupé décalé. C'est tout simple. Donc voilà. Après, il y a certains médias qui ne comprenaient pas bien le concept du mouvement, ont certainement interprété les choses, mais il faut comprendre que le coupé décalé, c'est un mouvement musical. C'est un mouvement social avant d'être un mouvement musical. Au même titre que le reggae, qui est un mouvement musical du Rastafari. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on parle d'un mouvement social, il y a bien évidemment des dérivés. Et dans les dérivés, il y a la musique, il y a l'expression scénique, il y a la façon d'être habillé. La façon de s'habiller, etc., etc. Alors, bien évidemment, nous, avant que le coupé décalé naisse de façon officielle, il faut comprendre qu'on est amis, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Donc, je veux dire qu'on avait déjà développé cet état d'esprit de solidarité, de partage, d'unité. Et c'est de là réellement que l'esprit coupé décalé naît. Donc, naturellement, en fait, on le matérialise par une œuvre musicale qui permet aujourd'hui de donner aux fans une sonorité. C'est cette sonorité-là qui a traversé les frontières. Lino, pardon de dire ça, mais j'ai un peu l'impression quand même que c'est un peu prétentieux hein, quand même de comparer le coupé décalé au reggae. Je m'explique, parce que vous parlez de mouvement social, de quelqu'un qui est dans un mouvement de revendication. Alors vous êtes une dizaine de copains qui se retrouvent les dimanches, qui s'en vont faire la fête. Et puis ça découle sur 2-3 conciliabules. Tiens, on pourrait faire quelque chose. Mais d'appeler ça un mouvement social, c'est pas un peu fort à votre avis? En fait, un mouvement social, il faut comprendre, dans un mouvement social, on a un côté positif, on a un côté négatif. Alors, vous parlez des revendications parce que le reggae a décidé d'être un mouvement social, mais de parler des tas de la société. C'est comme le mouvement social du zouk. Il parle d'amour, il parle, etc. Et le rap aussi, il revendique. Donc le coupé décalé, bien évidemment, on est venu dans la joie. Dans la joie, pourquoi? Parce qu'on arrive à une période où la Côte d'Ivoire est dans la détresse. Il faut comprendre que le contraire de chaque chose apporte de l'équilibre. Quand on parle sur ça, est-ce que c'est Bédel pas... Batassé, par contre, a envie de dire quelque chose. Non, Bédel, non, mais vous avez sur votre micro. Je vais vous relancer là-dessus. Chacoulé. Est-ce que ce n'est pas un accident, cette affaire de... on va apporter de la joie aux Ivoiriens? C'est un accident ou c'est quelque chose de pensé? Votre micro. C'est purement du hasard. D'abord, le coupé décalé naît avant même la crise ici, en Côte d'Ivoire. Donc, on s'est servi du coupé décalé pour oublier le problème. On s'est servi du coupé décalé pour oublier le problème de la crise. Très bien. Bon, moi, je pense que tout mouvement qui naît, à mon humble avis, si on veut reprendre l'histoire même du monde, tout mouvement naît toujours avec une situation bien précise. Très bien. À chaque situation, ça amène toujours un nouveau fléau ou un nouveau phénomène. En général, je pense qu'il vient, peut-être c'est un peu divin, histoire de confronter la chose qui est déjà en place. Sur la majeure partie des mouvements qui ont fait mal dans le monde, se sont toujours retrouvés confrontés, disons dans les débuts, face à une situation qui les a permis d'explorer. En parlant même du Zouglou, il y a une revendication au niveau du campus. C'est de par la revendication avec tous ces guéguets par rapport à tout ce que les gars vivaient au campus qui a instauré aussi ce système-là. Et le coupé décalé, quand on parle de joie, on parle de quoi? On parle de tristesse derrière. S'il y a de la tristesse, il faut bien qu'il y ait de la joie pour égayer les gens. Nous, on crée un mouvement musical depuis Paris qui est basé d'abord sur la joie, qui est basé sur l'amusement.
on n'a pas calculé. En parlant des médias qui parlaient de couper et décaler, qui ont un peu, comme vous dites, c'est pas travesti, on n'a pas fait un projet, c'est un mouvement d'amusement. Donc nous, on s'amuse, on nous travestit, mais on continue, on n'a pas à se justifier. Donc je pense que c'est un peu ça, quoi. Tout à l'heure, vous avez parlé d'expression scénique. Oui. Donc, on voit beaucoup en fait exposer des marques, des grandes marques en fait sur la scène, jeter des billets d'argent à tout va. Est-ce que vous pensez que 20 ans après, vous avez eu un réel impact positif sur la jeunesse? Ben, moi, je vais revenir un peu sur le départ par rapport à ce que lui nous a dit. Il faut quand même, il y a un truc quand même qu'on ne parle pas beaucoup aussi de ça, c'est que quand on commence ce mouvement-là, à la base, comme lui nous disait, moi, le côté social, c'était quoi? Il faut reconnaître que cette période-là, nous, les jeunes Ivoiriens qui venaient de la Côte d'Ivoire, on n'avait pas d'endroit d'amusement aussi. Ça veut dire les boîtes de nuit nous refusaient. Nous refusaient les boîtes parisiennes, par Il n'y avait exemple. pas de restaurants Il n'y ivoiriens. avait pas de restaurants africains, Donc, véritablement. pour qu'il y ait l'amusement, qu'on crée cet amusement, c'est parce qu'on a voulu montrer aussi à ce tenancier de boîte de nuit qu'on pouvait venir en boîte, être bien habillé, dépenser, boire du champagne, se comporter comme ceux aussi qu'on a connus qui vivaient les nuits parisiennes comme des gens bien. Donc Et ça, c'est très intéressant. Hein. Permets de te couper parce que j'avais pensé pour la suite à Bédel. Oui. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une forme d'expression identitaire à travers justement... On a voulu changer de mentalité. Bédel, parce qu'on ne l'a pas encore entendu, nous parle. Est-ce qu'il y avait une forme de « je vais pouvoir être moi-même » à travers le coupé-décalé? Bien évidemment, parce qu'on est dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et on est en France. C'est un pays qu'on sait très bien, notre épidémie fait défaut. Donc on est... appelés à vouloir se voir entre nous, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, non, on veut écouter la musique qui vient de chez nous, on est ivoirien, donc on a commencé à festoyer comme on faisait, et puis aujourd'hui c'est devenu quelque chose de grand. Vous comprenez? Il faut dire qu'à l'époque, pour qu'un artiste qui est en Côte d'Ivoire venir en France, ce n'était pas évident. Ça, il n'y avait pas tout ça. Nous, on était à l'aventure, on était en train de se chercher, on n'avait pas le temps même de s'amuser. Mais quand on voyait par exemple un artiste qui arrivait, mais on devenait fou, parce qu'on ne les voyait pas. Et nous, si on avait envie de vivre, on n'avait pas seulement que faire les Jossi, hein, la police est ici, peut-être ils vont t'attraper, tu n'as pas de papiers, tout ça, ça fatigue. Après, pour répondre à votre question concernant l'impact positif que nous avons eu sur la jeunesse, il faut comprendre que tout mouvement social naît avec un côté positif et négatif. Bien évidemment, quand je parlais des dérivés du coupé-décalé, parce que dans le coupé-décalé, la mode aussi a joué un rôle très important. C'est clair que vous nous dites qu'on a fait la promotion de certaines marques, mais bien évidemment, étant jeunes, nous suivons une tendance. Et il faut comprendre que le coupé-décalé, si on devait suivre la science arithmétique, la science ne pourrait pas annoncer ce genre musical. C'est parce que nous avons une alliance. Cette alliance a été quelque chose de très fort pour nous qui a fait qu'aujourd'hui on a pu imposer ça. Mais je veux dire qu'il faut comprendre que ces jeunes aujourd'hui, quand ils nous voient danser, quand ils nous voient reproduire des pas de danse, je veux dire que ce n'est pas parce qu'on regarde dans un clip ou on va au cinéma, on regarde une personne embrasser quelqu'un et qu'on reproduise automatiquement. Donc je veux dire que nous, dans notre expression, c'était notre façon de vivre, c'était notre façon de nous exprimer. Et bien évidemment, on a impacté positivement. Très bien. Il y a aussi du négatif, mais je veux dire qu'on n'est pas responsable parce que les parents sont responsables d'une éducation. Justement, Lino, je veux bien rebondir sur ce point-là. Donc, au début de l'échange, tu as commencé par dire qu'effectivement, il y a un rôle sociétal au coupé-décalé. Mais là, tu nous dis qu'on n'est pas responsable des fléaux, finalement, des dérives, des points négatifs qui ont découlé, finalement, de ce mouvement-là. Je veux savoir, donc, du coup, vous, en tant qu'artiste, puisque vous êtes des modèles, on vous regarde, ressentez-vous, quand vous faites votre musique ou au quotidien, le poids finalement de cette responsabilité sociétale-là, de ces jeunes qui vous regardent? Ne pensez-vous pas que vous devez aussi être un exemple et un modèle quelque part pour la jeunesse ivoirienne? Mais bien évidemment, un artiste, tu es un modèle à travers ton œuvre musicale. Il faut comprendre que c'est-à-dire que la musique qu'un artiste fait et son éducation, c'est deux choses différentes, et sa personnalité. Alors, quand on fait une musique, bien évidemment, selon le coupé-décalé, c'est une musique de joie, une musique de rassemblement, une musique de solidarité. Alors qu'on peut comprendre qu'il y a des jeunes qui ont des éducations qui sont parfois influencées par des artistes, mais on n'est pas responsable parce que ce n'est pas nous qui faisons l'éducation d'un individu. Un individu est éduqué par son environnement, il est éduqué par ses parents. Alors si chaque artiste doit être responsable de l'éducation d'un jeune, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont aller à la dérive et on va accuser les artistes. Je pense que chacun doit prendre sa responsabilité. On va progresser. Là, on a parlé du mouvement social, sociétal que vous avez lancé. Et puis,
À un moment donné, il faut qu'on parle de ce volet musical. Parce que des amis qui s'en vont se retrouver pour écouter de la musique et tout ça, à quel moment on bascule pour dire on a écouté, mais on peut faire quelque chose nous-mêmes? Comment ça a basculé? Non, Ben ça, oui. on n'a jamais décidé. Non, mais C'est arrivé. Attends. Faut pas les entendre. C'est dit que comme ça, effectivement, on n'a pas intéressant, on décidé. comprend le risque que tu vas Moi, je vais revenir un peu encore sur mon intervention. Et je vais encore préciser que la période où on commence à faire ça, il n'y a pas de boîte de nuit. Ouais. Et c'est à Paris seulement qu'il y a ça. À Nantes, il n'y a pas. À Lyon, il n'y a pas. Quand les gens ils apprennent qu'aujourd'hui, il y a une boîte de nuit au quai des choses à Austerlitz, à l'Atlantis, qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui s'amusent comme s'ils étaient en Côte d'Ivoire. Le dimanche, les gens ils prennent leur train. Ils veulent venir voir ce show. Ils disent, ah, ça existe à Paris. À Paris, on arrive à s'amuser comme si on était au pays. Voilà comment ça commence à intéresser les gens. Et en ce moment, on danse quelles chansons? On danse les chansons des Zouglouman, des Congolais. Mais nous, ce qu'on veut faire, on veut venir faire des pas de danse en montrant les vêtements qu'on porte, en montrant qu'on vient, on boit du champagne. D'où la question de Brice. C'est à quel moment vous-même vous vous dites, attends, et si c'était le moment de notre propre musique? Non, mais là maintenant, c'est les producteurs maintenant qui viennent. Très bien. Et comment ça se passe justement? Voilà. Ça s'est imposé à nous. Ça s'est imposé à nous. Justement, Déjà, en fait, la genèse. Qui vient vous voir? Déjà, avant qu'un producteur ne vienne vers toi, ça dépend d'abord de l'engouement qu'il voit sur ta personne. C'est ça. C'est-à-dire, nous, on commence un mouvement en dansant sur d'autres chansons, mais on a des pas de danse et on a un style vestimentaire que les gens apprécient. Les gens prennent le train de Nantes, Toulouse, partout, ils viennent là à nos soirées. Donc, il y a déjà un engouement, on devient déjà un centre d'attraction dans ce lieu. Donc là, les producteurs commencent à nous regarder autrement pour dire, mais tiens les gars, ce que vous faites là, mais ça peut être top, ça peut être mis en musique. Au lieu de danser sur la musique des autres, pourquoi ne pas faire vous-même votre propre musique? C'est d'où l'intervention de David Monceau, qui venait de produire Kofi Olomide, qui avait produit des grands titres. C'est David Monceau qui approche le groupe, qui dit, mais les gars, il faut que vous rentrez en studio avec ça parce que c'est une tuerie. Et là, vous rentrez en studio et on Douk Saga. Thierry, il y a cette chanson-là qu'on va écouter dans un court instant. Il faut nous parler un peu de l'ambiance quand même, de la production de cette chanson-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est cette chanson-là dont on parle. Hein. Justement, c'est cette chanson-là. Oui. Et moi, je me souviens encore parce que j'étais avec lui dans la journée ce jour-là, quand David Monceau l'appelait pour qu'il aille en studio. Et il était pessimiste parce qu'effectivement, il avait donné son accord, mais il n'avait pas vraiment cette expérience de studio. Et moi, à un moment donné, j'avais remarqué qu'il ne voulait plus le décrocher au téléphone. Donc, j'ai insisté, j'ai dit, prends-le au téléphone. Et c'est là où on arrive au studio, à Stalingrad. On est arrivé environ de 19h. Donc, quand on arrive dans le studio, c'est là où on se rend compte qu'il y avait David Taïro, il y avait Assalfo de Magic System, il y avait DJ Rams, il y avait DJ Polio, il y avait Yvaman de Bordeaux, il y avait Soumbin, il y avait Désir Champion, il y avait Julien Gualo, il y avait Petit Denis. Et tous ces gens-là étaient déjà là. Donc c'était vraiment, il y avait tous les gotas des artistes en fait ivoiriens en diaspora. Et c'est là où on a, à l'enregistrement, c'est là où on a commencé à travailler. C'est une superbe histoire. Oui, franchement, prémonitoire, déjà d'une forme de... On avait déjà commencé à travailler sur l'œuvre. Moi j'ai fait les chœurs de cette chanson sans avoir vraiment une notion musicale. David Taïro a demandé que je fasse les chœurs. J'ai fait les chœurs avec Désir Champion sur cette chanson. Et dans cette chanson, la dame qui fait « Eh, ma copine, la guerre, ça arrive », c'est ma femme en fait qui fait cette voix. Et c'est Julien Gualo qui l'a demandé d'écrire les paroles. C'est lui qui a écrit ces paroles et elle a reproduit ça. Parce qu'à un moment donné, je ne le comprenais pas. Je le voyais avec ma femme. Je lui ai dit « Non, qu'est-ce que tu fais avec elle ?» Il me dit « Non, t'inquiète pas, je te dirai ». Et après, elle s'est retrouvée dans la cabine en train de faire cette voix-là. Et on est sorti du studio à 4h30 du matin. Et moi, ce qui s'est passé 2 jours après, malheureusement, j'ai perdu mon frère. Alors, donc, j'ai perdu mon frère. Je dois venir à Abidjan pour les obsèques. Et Mola, il était déjà là parce qu'il était arrivé 3 mois avant. J'arrive, je me rends compte qu'il y a réellement un engouement autour de ce mouvement. Parce qu'on avait un enregistrement d'une boîte de nuit qui s'est retrouvé dans des maquis. Donc il tournait. Il tournait déjà dans des différentes boîtes de nuit, des maquis. Alors moi, on me sollicite pour faire une prestation dans une boîte de nuit. Alors moi, je dis non, je suis venu pour les obsèques, je ne vais pas le faire. Ils ont tellement insisté après les enterrements, je suis parti. J'ai eu un cachet, la boîte, elle était toute pleine. Alors, je sors de la boîte à 5h du matin, j'appelle Douk Saga, il devait être 7h à Paris. Je lui dis, écoute, moi, je ne sais pas chanter, je ne suis pas un chanteur, je viens de recevoir un cachet pour une prestation. Toi, tu as une chanson, il faut que tu viennes. Voilà comment 48 heures après, Douk Saga arrive à Abidjan. Voilà l'histoire de Et ce mouvement est porté par Douk Saga, on en parle. Comment il prend la tête du mouvement? Est-ce que vous le désignez porte-parole, représentant du mouvement, ou il y a une forme d'aura naturelle, de charisme? De charisme. C'est quoi son histoire? Ça commence par lui, pourquoi? Parce que déjà, il est le premier à rentrer en studio. Il avait déjà sa manière de danser qui était différente de tout le monde. Et le choix de David Monceau se porte sur lui. Et du fait qu'il soit le premier à rentrer en studio, le premier à faire le clip, le premier à devenir un artiste
parmi nous, donc ça le met devant et ça lui donne cette responsabilité de la jet set, le président, le premier qui a chanté. C'est le premier qui a chanté, donc c'est le premier. Donc c'est un mouvement qui commence entre des jeunes, entre des camarades qui dansent, qui s'amusent. Et puisque le choix va sur lui pour chanter le premier, donc lui prend ce... Alors justement, la prochaine question, c'est est-ce que, justement, on parle du président, est-ce qu'il y avait une forme de hiérarchie comme ça dans le mouvement? Non, du tout. C'était des titres honorifiques. Sur ça, ouais, votre expérience par rapport à ça, parce que la question que pose Brice, c'est à dessein pour dire qu'après, on a eu tellement de questions de leadership et tout. S'il n'y avait pas de hiérarchie, alors pourquoi il y a eu tout ça? Ceux qui étaient censés être les en tête ou pas, c'était quoi cette histoire? C'est les organes du presse qui essayaient d'établir une hiérarchie. Sinon, c'est une bande d'amis à l'origine qui partaient juste s'amuser. Chacun sortait son argent, déposait sur la table, son ami complétait. Par rapport à ce qu'il a consommé, on payait nos factures, on rentrait chez nous. Il n'y avait pas de hiérarchie. Alors, on a 3 minutes. Il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de hiérarchie. On a 3 minutes pour la suite. On va faire une interview qu'on appelle ici 20 ans après. 20 ans après, André, je vais commencer par vous. Oui, moi, 20 ans après, est-ce que vous vous dites, on a raté quelque chose, on aurait pu être des méga stars, à faire des tournées dans le monde, tout ça? Est-ce que vous dites ça? Moi, on s'est dit ça une fois, on s'est dit qu'on ne connaissait rien au business. Nous, on voulait, vraiment, c'était une joie pour nous. Et la première fois où moi-même j'étais étonné, j'étais parti accompagner Lino et Boris Tanguy à Lille. On est arrivé, il y avait du monde à l'hôtel, ça criait de partout. On ne comprenait pas, je dis mais attends, les gars, c'est Michael Jackson qui est là ou bien c'est qui? Vous étiez à la section d'assaut. Et c'était sérieux et ça nous dépassait. Mais on aurait eu ce sens de business, on serait peut-être des Américains, des personnes, on aurait eu des personnes sensées derrière nous. Je pense que les choses seraient présentées autrement. Peut-être que si le mouvement avait été pensé à la base comme étant un mouvement qui allait... Voilà, quand on a dit voilà, c'est d'accord. Là. Oui, alors moi j'ai une question pour vous. 20 ans après, le mouvement a évolué. Il y a eu une émergence dans ce style-là au niveau de la manière de prester, du style, des modes de chant, etc. Il y a des hérités actuels. Qu'est-ce que vous pensez finalement de l'état du coupé décalé actuel? Au niveau santé, le coupé décalé se porte bien et nous saluons ces jeunes qui ont repris le flambeau parce qu'ils font des choses merveilleuses et on ne peut que les saluer mais malgré tout, Lino qui est toujours dans la vibe, il apporte quelques sonorités qui sont toujours adaptées à la nouvelle génération. Mola qui fait encore des sons, Boro qui a sorti un dernier titre. Donc on a toujours le pied dedans. C'est notre enfant, donc on l'aide à grandir. Et puis 20 ans après, moi je pense que le mouvement il est positif parce qu'il faut comprendre que le coupé décalé a commencé au départ. Les gens disaient ici, le coupé décalé, ils ne chantent pas. Et vous voyez, 20 ans après, il y a plein d'artistes coupés décalés qui font des concerts live. Ils sont nominés à des grandes cérémonies dans ce monde entier. Ils ont fait des stades, des choses comme ça. Je pense que c'est positif. Absolument. Ce qui est intéressant, ce qu'on doit retenir, c'est que lorsqu'un artiste fait une prestation, c'est toute une économie qui est autour. Parce qu'on parle des choristes, on parle des chorégraphes, on parle des régisseurs, on parle d'ingénieurs de son, on parle d'agents de sécurité, on parle de chefs de projet. Donc c'est tous ces emplois indirects directement qui sont créés à travers une prestation artistique. Et puis c'est la Côte d'Ivoire qui est valorisée. Et aussi, c'est la culture ivoirienne qui est mise aussi à un autre niveau. Super, voilà. Merci beaucoup. Il faut reconnaître que le coupé décalé aussi, c'est la seule musique qui est née à l'extérieur, qui est venue à l'intérieur et qui est retenue encore à l'extérieur. Est-ce que vous êtes convaincu? C'est un patrimoine culturel, ouais, et puis il y a des artistes de coupé décalé dans chaque pays. Hein. C'est ça. C'est chaque ce pays. qui est extraordinaire. C'est ce qui est extraordinaire. Il y a des artistes au Burkina, au Bénin, voilà, des personnes. Oui, bien sûr. Bon, on voit Brice aussi souvent aimer les costumes coupés décalés. Oui. On termine là-dessus. 20 ans après, comment est-ce que vous voyez l'avenir du coupé décalé? Moi, je pense que l'avenir du coupé décalé sera très, très, très positif. Pourquoi je vous le dis? Aujourd'hui, 20 ans après, on a pris conscience de mettre en place une fondation, la fondation coupé décalé. Parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, avec notre image, on a cette capacité d'impacter et d'influencer. Alors, on peut l'exploiter pour soutenir les populations. Donc, raison pour laquelle, selon les 17 objectifs prônés de développement durable par l'ONU, on a choisi 5 objectifs. L'objectif 2 qui est la fin zéro, l'objectif 3 qui est le bien-être et la bonne santé, l'objectif 4 qui est l'éducation et la formation, l'objectif 5, l'égalité entre les gens, l'objectif 9, l'innovation des infrastructures pour améliorer les conditions de vie des populations. Et aussi, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui décèdent, les enfants ne sont pas scolarisés. À travers cette fondation, on pourra les soutenir, les accompagner, les encadrer, les structurer, les positionner. Vous reprenez la question de Georges Akissi qui dit maintenant, vous pouvez faire des trucs ensemble. Donc, oui, vraiment, ça mérite toute une émission, on fera venir pour ça. Okay. Moi, je voulais, 20 ans après, on finit là-dessus. S'il n'y avait pas eu Arafat au milieu,
vous pensez que le coupé décalé, musicalement, aurait connu cette trajectoire un peu... Non, qu'on en aujourd'hui toute sincérité. Non, mais pas forcément. En toute Moi, je suis pas sincérité, d'accord. en toute sincérité, je réponds non. Ouais. Parce Vous que pensez les gens se sont retournés vers une autre forme de coupé décalé que nous, on ne pratiquait pas. Ouais. C'était le coupé décalé, entre parenthèses, un peu vulgaire. C'est ça. Quand tu te lèves le matin, tu plaçais ton téléphone devant toi, tu faisais un direct en insultant l'autre, Ouais. en traitant l'autre de connard, de ceci, cela. C'est ce qui faisait vendre. Et nous, on ne pratiquait pas, ce coupé décalé. Donc Arafat, qui ramène un nouveau public, permet au coupé décalé de survivre et de rester à flot. Ça, il ne faut pas Le temps nous est compté, sinon... Sûr et certain. Parce qu'on n'était plus aussi productif qu'Arafat sur le plan musical. Donc, on pourra lui concéder ça. C'était pas la même période aussi. Hein. De notre période, il n'y avait pas d'Internet. Arafat émerge après le décès d'Amidou. Donc, il y avait un vide qu'il a su En exploiter. fait, quand il y a des nouveaux outils aussi, nous, à notre époque, de couper décalé, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout cela. Eux, ils viennent avec des nouveaux outils aussi, donc je l'utilise aussi à leur manière pour faire... Voilà. Il y a eu le côté négatif aussi. C'est comme du Québec, quand il a créé Facebook, il ne savait pas qu'il y a des gens qui avaient dit à mettre les cœurs, à mettre... Il ne savait pas ça. Donc ça, la n'est pas venu dire donc que c'est du béguet qui doit venir les éduquer aussi. Merci à vous, messieurs. J'attendais l'occasion là. Merci, messieurs, d'avoir été en notre compagnie. Le 20 ans du coupé décalé, c'est aussi le concert de Mollard. Vous serez tous là pour soutenir Maury demain. N'oubliez pas de venir avec les tenues d'époque, c'est très important. Les 20 ans de Mollard ne sont pas les 20 ans du coupé décalé. On est important. Voilà, il y a des événements sur les 20 ans du coupé décalé avec tous les acteurs, les artistes, les DJ, les managers. C'est les 20 ans du Mollard, on est là, on soutient. Il y a eu un livre qui est sorti sur le coupé décalé du docteur Jean-Jacques Konadjé. Donc, on est venu aussi pour soutenir Jean-Jacques Konadjé qui a fait un bel ouvrage sur le coupé décalé, relater tous les différents faits des coupés décalés et bien évidemment célébrer les 20 ans de carrière de notre ami le Mollard. C'est super. Merci à vous, messieurs. Mais ça a été un vrai bonheur de vous avoir sur le plateau. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous a comme ça, tous ensemble. On a tenu à vous avoir. Nous, on était très heureux. On vous donne rendez-vous lundi pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et puis, bonne pensée pour le président Douksaga, pour Arafat et pour tous les autres. C'est du Maxi et Maxi Bouka. Aïe aïe aïe, vous connaissez la voix. Mon nom, moi, c'est Stéphane Doucouré d'Amidou, Douksaga, la sagacité. Aïe aïe aïe, les gens n'aiment pas.